cas, je vais parler de politique familiale. Et je pense que c'est effectivement, les deux tables rondes sont intéressantes dans la mesure où la table ronde précédente, finalement, s'intéressait un peu au point d'arrivée, où est-ce qu'on voudrait aller, alors que cette table ronde part du point de départ. Quel est le système actuel, et d'essayer de regarder finalement quelle est la direction qu'a pris les réformes, qu'ont pris les différentes réformes dans des différentes dimensions qu'on peut analyser, pour voir si, en quelque sorte, le gradient des réformes est dans la direction, dans toutes les dimensions possibles, de l'instauration d'un revenu de base. Alors je voudrais avancer la thèse que, eh bien, à partir de réformes qui semblaient purement d'ordre paramétrique, c'est-à-dire que l'on a changé des paramètres du système existant sans modifier, je dirais, les dispositifs en profondeur, eh bien, on peut arriver à une réforme qui peut présenter un caractère un peu systémique. Et ça fait écho à, je dirais, le titre qu'on m'avait assigné de la difficulté d'envisager des réformes autres que paramétriques. Ma réponse serait de dire, eh bien, presque à la limite du paradoxe, c'est qu'à travers des réformes paramétriques, on peut éventuellement avoir une réforme systémique. Je pousse un petit peu, mais je voudrais quand même vous indiquer que sous ce quinquennat, le président Hollande a, dans beaucoup de domaines, essayé de faire passer des micro-réformes pour des grandes réformes. Et que dans ce domaine de la politique familiale, il me semble qu'il y a une réforme d'importance qui n'a pas trouvé pour l'instant qui n'a pas, en tout cas, été reprise pour faire le service après-vente par des membres du gouvernement, des membres du parti au pouvoir, des membres du Parlement. Et on pourra d'ailleurs s'interroger sur la nature, je dirais, du politique qui peut avoir envie, à un moment donné, de ne pas complètement mettre l'éclairage sur une réforme qu'il fait de peur qu'elle engendre, évidemment, des effets bénéfiques, mais aussi des craintes. Donc c'est un phénomène intéressant sur le plan purement, je dirais, de l'économie politique et réforme. Alors, comme l'a annoncé Marc, je voulais... Donc c'est une note de l'Institut d'économie publique qui est rédigée avec Olivier Barguin et un étudiant en thèse que nous avons en commun avec Olivier, qui s'appelle Adrien Pacifico, et qui sera disponible sur le site de l'IDEP la semaine prochaine, et qui porte sur donc, le traitement des enfants. Le traitement des enfants, où on essaie de dire que la politique actuelle, je dirais depuis la Libération, était inspirée par deux principes éthiques. Un principe forfaitaire s'agissant des allocations familiales, qui était que le principe, chaque enfant devait rapporter autant, quel que soit le revenu du foyer fiscal. Et puis un autre principe qui était le principe du sacrifice égal s'agissant de l'impôt. Et en fait, la France combinait les deux, ces deux principes éthiques, donc je dirais jusqu'à l'instauration de ces deux réformes. Et l'instauration de ces deux réformes fait que ces deux principes vont être, pour chacun des constituants du système fiscalo-social, vont être battus en brèche pour faire place à un nouveau principe qui est un système forfaitaire, je dirais quasi forfaitaire, si on regarde l'ensemble du système fiscalo-social. Donc, le principe forfaitaire, on pourrait indiquer que ce principe forfaitaire est en fait inspiré sans doute par une approche ex-ante. Et je pense que, d'ailleurs, je ne sais pas si je n'ai pas pu me rendre disponible ce matin pour savoir si cette discussion égalité ex-ante, égalité ex-post a pu nourrir vos travaux. Il me semble que c'est une distinction importante. Ex-ante, c'est avant finalement de connaître
c'est sa propre situation personnelle, et dans la dimension familiale, c'est avec quel conjoint, avec quel nombre d'enfants. Donc c'est avant finalement de connaître la situation de la personne. Il me semble que le principe forfaitaire est relativement inspiré par une approche ex-ante. Et cette approche ex-ante, elle est finalement, me semble-t-il, assez liée. Elle inspire aussi fondamentalement le revenu de base. Et puis il y a un autre principe, qui est le principe du sacrifice égal, et je vais passer un petit peu plus de temps. C'est un principe qui concerne l'impôt sur le revenu. Nous savons tous que les impôts sont douloureux, ils amputent le revenu disponible. Et donc, dès le début du XIXe siècle, il y a un certain nombre de théoriciens de l'école politique, de l'économie politique anglaise, qui ont, je dirais, fait naître ce principe de sacrifice égal, qui est qu'un impôt juste doit tenir compte de la capacité contributive, et pour une même capacité contributive, l'impôt doit être égal. Après, il y a également une autre dimension verticale de ce principe de sacrifice égal, sur lequel je ne vais pas m'appesantir, parce que ce n'est pas la dimension verticale, c'est-à-dire quel doit être le montant d'impôt relatif payé par des ménages, par des foyers fiscaux avec des revenus différents. Il y a également une application du principe du sacrifice égal dans cette dimension verticale. Mais je vais ici rester sur l'application de ce principe à la dimension purement horizontale. Et donc, vous savez que l'article 13 de la Constitution, il y a deux articles de la Constitution qui traitent du système fiscal. Il y en a un qui dit que l'impôt est une bonne chose et que les citoyens doivent adhérer au principe de l'impôt. Et il y a un deuxième article, l'article 13, qui dit que l'impôt doit être établi en fonction des capacités contributives. Et cet article a été plusieurs fois utilisé par le Conseil constitutionnel pour, je dirais, bloquer un certain nombre de réformes. Et la dernière en date, ça a été en 2014 ou 2013 pour la taxe à 75% qui avait été mise par le candidat François Hollande dans son programme. Et le Conseil constitutionnel a considéré qu'il y avait une violation de ce principe de l'égalité devant la capacité contributive, en faisant référence justement à cet article 13 et en faisant référence, je dirais, à la façon depuis la Libération dont on envisageait l'application de ce principe. Donc il y avait quelque part, je dirais, une dimension jurisprudentielle quelque part, même si ça ne s'applique improprement au Conseil constitutionnel, mais dans l'appréciation du principe du sacrifice égal. Il y a un rapport en tout cas, un rapport a été établi entre le principe du quotient familial et le principe du sacrifice égal. Vous savez tous ce que c'est que le quotient. Le quotient familial, c'est ce qui reste après une division. On divise le revenu par un nombre de parts, et le nombre de parts tient compte également, bien évidemment, enfin, il tient compte, c'est pas évident justement, il tient compte de savoir si on est en foyer avec d'autres adultes, et il tient compte également du nombre d'enfants. Donc c'est 0,5 enfants par part, et puis après au troisième enfant, un enfant par part, etc. Donc le quotient familial, ça peut être apprécié comme étant la capacité contributive du foyer fiscal, et donc l'application du principe, l'application telle qu'elle est dans le droit fiscal français à l'impôt sur le revenu, l'application du principe du sacrifice égal, c'est le fait qu'à capacité contributive égale, c'est-à-dire à quotient familial égal, on doit avoir un impôt égal. Et donc, vous avez ici le fait que dans la façon dont on calcule l'impôt, on prend le revenu, on prend le nombre de parts, on calcule le quotient familial, on calcule l'impôt par part, on applique le barème sur cet impôt par part, et donc par construction, le système du quotient familial, au moins si on met à part le plafonnement, applique le principe du sacrifice égal. Donc la conclusion intermédiaire, c'est que le système français combinait deux principes. Alors on peut dire c'est formidable,
si on comptait le nombre de principes qui étaient appliqués par le système français, vu qu'on est un pays du milieu et qu'on va, je dirais, picorer tous les principes éthiques qui sourent dans la littérature de philosophie politique, eh bien effectivement, le système français combinait deux principes, le principe forfaitaire avec le système des allocations familiales et le principe du sacrifice égal pour l'impôt sur le revenu. Donc quelque part d'ailleurs, je ne m'apesanterai pas là-dessus, mais peut-être que le système de quotient peut être considéré comme un principe de justice ex post. C'est-à-dire qu'il dépend de la connaissance des revenus, il dépend de la connaissance de la structure familiale, et donc c'est un système inspiré par une justice ex post. Alors, évidemment, on peut se dire, mais la France était habitée, nous avions la chance d'habiter dans le meilleur pays du point de vue de la justice fiscale concernant la dimension familiale. Toutefois, nous savons tous, si on raisonne globalement, donc si on cumule le système des allocations familiales et le système de l'impôt sur le revenu, eh bien, on peut considérer qu'un enfant, l'avantage financier apporté par un enfant était croissant avec le revenu, et ici vous avez la situation qui prévalerait si les réformes n'avaient pas, les réformes de la mise sous condition de ressources des allocations familiales et l'abaissement du plafond du quotient familial n'avaient pas été réalisés pour 2015. Donc c'est en fait quelque part la simulation contrefactuelle qui vous indique que lorsque vous avez mis en abscisse le revenu net annuel et vous mettez en ordonnée le gain annuel en euros que rapporte un deuxième enfant, donc j'ai pris un couple avec déjà un enfant et je regarde ce que apporte un deuxième enfant supplémentaire, eh bien vous voyez que, alors, bon, tout ce que je dis concerne le haut de la distribution des revenus. C'est pas que je ne m'intéresse pas du tout au bas, au contraire, je trouve que c'est encore plus intéressant de s'intéresser au bas que le haut. Il y a d'autres économistes qui sont spécialisés dans le haut. Mais là, les réformes dont il s'agit sont des réformes qui portent sur le haut de la distribution des revenus. Et donc vous voyez grosso modo que le système du quotient familial, même avec le plafonnement à 2300 € qui prévalait jusqu'en 2013, eh bien, faisait que l'avantage d'avoir un enfant, lorsqu'on globalisait la perspective, passait de l'ordre de 2000 € pour 2000 € lorsque le revenu était compris entre 40 et 70 000 €, et il passait à 4 000 € au-dessus de 85 000 €. Donc on avait un avantage financier croissant, et donc qui pouvait être considéré comme injuste par rapport au principe forfaitaire appliqué globalement à l'ensemble du système fiscalo-social. Donc les deux réformes majeures, vous les connaissez. Donc les allocations familiales deviennent dégressives. À partir de 6 000 € de revenus, elles sont mensuelles, elles sont divisées par 2. À partir de 8 000 €, elles sont divisées par 4. Et l'avantage du quotient familial est plafonné à 1 500 € par enfant supplémentaire, alors qu'il était de 2 300. Donc on a une diminution d'un tiers du plafond de la limitation de l'avantage maximal que pourrait apporter le quotient familial. Alors quelles sont les conséquences éthiques? Les conséquences éthiques, c'est que les deux principes qui étaient respectés chacun dans une branche du système fiscalo-social français ne sont plus évidemment respectés. Mais par contre, et on ne peut pas, et je vais vous montrer des figures qui indiquent que le choix des paramètres, des nouveaux paramètres, n'a pas pu être fait au hasard, et traduit le fait que à la fois le législateur a été inspiré par une logique forfaitaire avec des petites erreurs. Donc ici vous avez le gain, donc dans la figure que je vous présente maintenant, c'est la même figure qu'auparavant. Vous reconnaissez la courbe bleue, mais maintenant vous avez également la courbe rouge. La courbe rouge, c'est la situation qui va prévaloir à partir du 1er janvier 2015 pour une année pleine. Et donc vous voyez que globalement, c'est presque plat. Il y a des petits ressauts, on peut dire, voilà, il y a des petites erreurs d'ajustement ici ou là, mais c'est presque plat. Donc un enfant rapporte pratiquement 2 000 € pour des revenus
relativement élevé. Alors pour le troisième enfant, les erreurs de calcul les erreurs d'ajustement commencent à devenir un peu plus importantes. Et vous voyez qu'il y a des ruptures, il y a des presque discontinuités, enfin en tout cas, il y a la pente qui part pratiquement à plus l'infini, donc qui peut tenter des montagnards expérimentés. Et donc on voit que là, c'est toujours, ici le troisième enfant rapporte entre 3500 et 4000, mais qu'il pourrait y avoir des progrès du côté de la simplification et que pourrait y avoir un effet de lissage. Donc c'est très bien, mais on pourrait dire peut encore mieux faire. Alors maintenant, juste un point pour dire que c'est, quand on dit il n'y a pas eu de réforme finalement fiscale avec le quinquennat Hollande dans la dimension impôt sur le revenu, eh bien, on a introduit quand même des pertes de revenus relativement appréciables. Là, ce sont les pertes cumulées pour les deux dispositifs. C'est la courbe en bleu. Vous voyez qu'on a atteint quand même 6 000 euros de pertes pour, certes, un revenu net annuel de 100 000 euros net annuel, et une perte en pourcentage de revenu qui est de l'ordre qui peut monter jusqu'à 6%. Vers 100 000 euros. Donc ce sont une réforme, me semble-t-il, qui à la fois sur le plan éthique, je dirais, va dans la bonne direction, car elle introduit une forfaitisation sans le dire, et c'est peut-être ça finalement, alors je ne sais pas si c'est la suprémabilité ou la suprême maladresse, je ne peux pas le dire, je ne suis pas politiste, mais en tout cas, clairement, il y a là, depuis la libération, une inflexion que j'appelle majeure, mais enfin, c'est mon point de vue. Et puis également, en termes d'impact redistributif, il y a quand même des effets relativement importants. Mais bien évidemment, il y aurait pu y avoir d'autres choix. Il y aurait pu y avoir des choix pour renforcer la progressivité du barème qui est appliqué au quotient familial. Ça n'a pas été le cas. Donc, j'indique quand même que la politique qui a été choisie, c'est bien orientée vers une direction qui rendra plus facile, qui est une première étape, et qui rend plus facile, à long terme, je dirais, l'adoption du revenu de base. Donc, quelque part, si vous voulez, si on voit comme une énorme machinerie notre système fiscalo-social, eh bien, on a une énorme horloge, et il y a eu un clic qui a été fait, pour moi, dans la bonne direction, enfin, dans les directions qui est plaidée par votre association. Voilà, merci. Merci beaucoup, Alain.